Eh bien, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui nous regardent. Juste un petit mot rapide pour introduire les trois personnes qui sont avec moi. Et enfin, je leur laisserai la parole parce que c'est eux qui ont plus de choses à nous raconter. J'ai décidé d'organiser une conférence autour des métiers de la maintenance dans l'aéronautique. Effectivement, on parle beaucoup des pilotes, mais avant ça, il y a également des mécaniciens qui entretiennent les avions et bien d'autres métiers aussi, bien sûr, donc qui jouent un rôle clé pour faire voler et décoller ces aéronefs. Donc, à la fois avions et hélicoptères sont parmi nous. Donc, nous avons Pierre déjà, Pierre qui est mécanicien chez Air France sur 787. Bonjour. Bonjour Pierre. Ensuite, nous avons Quentin qui vient de Bonjour à quitter, enfin, on tous. en parlera, mais qui était lui du coup chez Sabena Technics, qui était technicien sur avion. Et enfin, nous avons Jean-Baptiste qui, lui, est mécanicien sur hélicoptère au sein de la sécurité civile. Donc, du coup, autour de cette conférence d'une quarantaine de minutes, nous allons parler notamment de leur parcours, mais aussi de leur quotidien. Et pour ce faire, ça se fera sous forme d'échanges, de questions-réponses. Et voilà. Pierre, si tu es OK, on peut commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où t'es venue cette envie de devenir mécanicien dans l'aéronautique? Ça me va. Moi, j'ai toujours voulu déjà travailler dans l'aéronautique. Je suis un grand passionné, comme beaucoup de monde ici, depuis tout petit. Et je voulais vraiment un travail qui était déjà qui liait mécanique à ma passion de l'aéronautique. Et donc, le métier de mécanicien est venu tout naturellement, en fait, et d'être proche des avions, au contact des avions tous les jours, c'est parfait pour moi. D'accord, très bien. Alors, juste avant que tu nous détailles ton parcours, on va demander à Quentin et Jean-Baptiste quels ont été l'élément déclencheur en ce qui les concerne. Jean-Baptiste, pourquoi avoir souhaité devenir mécanicien et pourquoi sur hélicoptère et non sur avion? Alors, pareil que Pierre, depuis tout petit, je voulais travailler dans l'aéronautique. Au début, je voulais plus m'orienter vers le pilotage, qui n'a pas finalement abouti. Et sur hélicoptère, simplement pour faire du sauvetage. Voilà, c'est des les machines pour faire le sauvetage, comme du treuillage ou des choses comme ça, sont essentiellement des hélicoptères. Avec des avions, on va plus faire de l'évacuation sanitaire et des choses comme Mhm. ça. Donc, c'est un type de mission différent. Et voilà, donc je me suis orienté vers les hélicoptères au sein de la sécurité civile parce que ça me plaisait et parce que voilà, j'en rêvais depuis tout petit. Ok, très bien. Donc surtout, effectivement, les missions qui t'intéressaient. Et du coup, toi, Quentin, en ce qui te concerne? Eh ben, moi, c'est un peu comme Jean-Baptiste. Au début, je m'orientais plus vers le pilotage Mhm. et finalement, j'avais quand même un attrait pour le technique qui était assez présent. Et au fur et à mesure de l'orientation, après le bac, etc., je me suis retrouvé en cursus mécanique et après 3 ans d'études, j'ai décidé vraiment de partir, de faire le cursus pour être mécanicien, approcher les avions tous les jours et voilà, aller dans les entrailles de l'avion, voir comment tout ça fonctionne, etc. Donc là, c'est un peu le rêve qui s'est réalisé, quoi. Super. Et alors, ce qui est marrant avec vous, c'est que donc vous êtes trois mécaniciens, mais vous avez des parcours, bon, d'un côté un peu similaires, mais aussi différents. Alors, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui nous regardent actuellement, mais ça peut être peut-être intéressant pour eux de leur expliquer les études, enfin, quel a été votre parcours avant d'atteindre ce métier. Alors, Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, si tu as, enfin, quelles études tu as fait, si tu en as fait, enfin, quel est ton parcours? Moi, j'ai fait une scolarité normale, entre guillemets, on va dire, jusqu'à la seconde générale. Et en fin de seconde générale, je suis rentré au CFA des métiers de l'aérien. Et là, j'ai commencé un bac professionnel aéronautique en alternance avec Air France. Et c'est à l'issue de ce bac professionnel aéronautique qui a duré 2 ans que j'ai décroché mon CDI chez Air France. D'accord. Est-ce que tu peux présenter un petit peu enfin nous expliquer ce qu'est le CFA pour ceux qui ne connaissent pas? Le CFA, c'est un centre de formation des apprentis. Et donc, on passe 2 semaines en cours. Et ensuite, on ira 2 semaines en entreprise pour travailler. Et D'accord. en entreprise, on est suivi par un mécanicien, enfin moi, un mécanicien de mon équipe qui a été détaché pour me former. Et en cours, on a des matières générales et des matières techniques. Ok, donc en fait très tôt tu as mis un pas du coup au sein de l'entreprise. Donc en parallèle, tu as fait en parallèle études C'est et vraiment ça. côté entreprise. La Ok, très première bien. année, j'avais 16 ans.
En gros, D'accord, de ah oui, 16 ans à 18 ans, j'ai fait mon bac professionnel et après, à 18 ans, à la sortie, en septembre 2018, j'ai eu la proposition du CDI que j'ai signé. ok. Et c'est quelque chose qui t'a aidé du coup, enfin plus tard dans ton métier, vraiment quand tu as vraiment intégré l'entreprise, en fait, il n'y avait aucun stress, enfin, tu étais assez à l'aise. Non, j'ai été encadré, il n'y avait pas de stress, puis il y avait déjà un petit peu d'expérience sur avion, même si c'est pas grand-chose, mais d'avoir des familiarisations avec les systèmes avions, tout ça, les règles de sécurité, c'était vraiment bien. Ok, d'accord, très bien. Et Jean-Baptiste, toi, quel a été ton parcours? Alors le parcours, ça a été un peu dans le même style que Pierre, sauf que moi, j'ai même pas fait de seconde générale. Directement après, du coup, ma troisième, je me suis orienté effectivement dans un bac mécanicien aéronautique. Mhm. Donc pendant 3 ans, jusqu'à l'obtention de mon bac, en alternance aussi et au sein d'un CFA qui était différent de la FMAE de Pierre. Moi, c'était voilà, en Haute-Savoie, l'IMAA exactement. À la suite de ça, donc à la suite de ce petit parcours de 3 ans, j'ai fait aussi 1 an en plus sur hélicoptère, une mention complémentaire d'1 an en plus pour me spécialiser sur hélicoptère. Là, pour le coup, on peut le citer, je l'ai fait à la FMAE aussi. Et puis voilà, à la suite de cette mention complémentaire, j'ai été directement embauché dans une entreprise. Donc, il faut aussi savoir que les études ne sont pas très longues en général pour être un mécanicien, même en ayant les plus hauts degrés de reconnaissance d'un mécanicien, il faut compter entre 3 et 4 ans en moyenne si on prend en compte la mention complémentaire. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail la mention complémentaire, ce qu'on t'apprend à faire? Oui. Bah, en fait, le bac professionnel, je vais juste faire un petit aparté. Le bac professionnel, ça va être de la maintenance, on va dire plus ou moins générale, sur avion, hélicoptère, on va voir un peu des deux. Ensuite, la mention complémentaire, ça va nous apporter un degré de qualification pour nous, techniciens, qui sera un peu plus supérieur que si on s'arrêtait au bac. Maintenant, le bac, ça peut être aussi très bien, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'ensuite, dans les évolutions de carrière, ça peut être différent, ça peut peut-être nous ouvrir plus ou moins vite des portes. Et donc, la mention complémentaire, j'ai préféré la faire justement par rapport voilà, au futur. Et puis voilà, il n'y a rien à dire de plus, c'est tout. De toute Ok. façon, pour rejoindre ce que dit Jean-Baptiste, la mention complémentaire, c'est vraiment, c'est limite obligatoire en fait dans le parcours d'un mécanicien avion. On sera Ok. obligé d'y passer un moment. D'accord, c'est très fortement recommandé. Oui. Ok, 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 très bien. Bah, merci pour cette précision. Et toi, Quentin, quel a été ton parcours? Alors moi, il a été un peu plus flou. Au début, j'ai fait un bac scientifique, donc assez général. Et après, je me suis lancé dans un DUT génie mécanique. Donc c'était un DUT sur 2 ans. Pareil, ça restait très général. Suite à ça, j'ai fait une année sabbatique au Canada. Ça, c'est un petit plus. Quand je suis rentré, j'ai fait une licence pro en maintenance aéronautique. Donc ça, c'était à Lima, pas à la même Lima qu'en Haute-Savoie. Où là, bah, c'est en gros le BTS aéronautique, mais en plus dense, on va un petit peu plus loin. Ça prépare à des métiers de tout ce qui concerne la navigabilité ou des métiers de bureau technique plutôt. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était pas ce qui me plaisait le plus pour l'instant, faire du bureau technique, que je voulais être vraiment sur le terrain, en contact des avions. Et donc, je me suis lancé dans le cursus bac pro mention pour avoir les compétences du mécanicien. Donc, le bac pro, vu que j'avais déjà un bac plus 3, ils me l'ont fait faire en 1 an. D'accord. Donc, ça, c'était un grand plus. En alternance, où là, j'étais en alternance chez Hop, donc sur l'aéroport de Lille. Et l'école, j'étais à l'IAG. Donc, c'est aussi une école située dans le Nord. Et donc ça, c'était pour mon bac pro. Et ensuite, j'ai fait la mention complémentaire donc pour valider tout le reste des modules qui sont nécessaires pour avoir une licence de mécanicien. Et là, je l'ai fait à Cruzeil, comme Jean-Baptiste, l'année dernière. Et là, j'ai changé. Du coup, j'étais plus chez Hop parce que avec le Covid, il y a la situation qui est devenue un peu difficile. Et c'est là où je suis rentré à Sabena Technique en Bretagne. Donc D'accord. Sabena qui est ce qu'on appelle un MRO, c'est un peu un garage automobile, mais pour avions, globalement. C'est pas une compagnie qui possède ses avions, qui les fait voler, c'est vraiment juste un centre de maintenance, un centre d'entretien. Ok, très bien. Bon, on va revenir effectivement un peu plus en détail juste après sur cette entreprise pour que tu nous la présentes. Ouais. Mais du coup, vous avez chacun fait un
plusieurs études. Qu'est-ce qui vous a le plus servi parmi tout ce que vous avez fait? Alors, je ne sais pas, Pierre, si tu peux commencer. Moi, ça a été l'apprentissage. De faire ce bac professionnel en apprentissage, c'était vraiment un énorme plus. D'accord. Et toi, Jean-Baptiste? Je pense que je rejoins totalement Pierre. L'apprentissage, c'est très important, je pense, pour tout type de métier et encore plus ceux qui sont manuels. Voilà. D'accord. Et toi, Quentin? Mais c'est pareil, vraiment, c'est le fait de faire ce parcours en alternance, en fait, où on est la moitié du temps en entreprise, où là, on est plongé dans le milieu, finalement, et c'est là où on apprend le plus, quoi. À l'école, on apprend beaucoup de choses, surtout en mention complémentaire, mais c'est quand on est sur le terrain que on engrange le plus de connaissances, de savoir-faire, etc. Bien sûr, oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, avec vous, du coup, en l'occurrence. Ok, très bien. Et alors, du coup, pour entrer dans le vif du sujet, Pierre, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton métier actuel, pourquoi pas l'avion sur lequel tu es, etc. Bien sûr. Moi, donc, mon métier, c'est mécanicien avion en piste, parce qu'il peut y avoir piste et hangar, du coup. Et donc, en piste, l'avion revient d'un vol. Il se pose à CDG, en l'occurrence pour moi, Paris. Et il va repartir dans 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et nous, dans ce temps-là, on doit répondre aux problèmes que l'équipage a eu pendant le vol, plus faire notre visite journalière et s'il faut, changer des pièces sur le moteur, changer une roue, changer un frein, enfin, vraiment remettre l'avion dans les meilleures conditions possibles pour son prochain vol et tout ça dans une limite de temps impartie. S'il peut partir à l'heure, c'est mieux. Et ensuite, 60 minutes avant le départ, l'équipage va arriver sur l'avion pour préparer son vol, embarquer les passagers, tout ça. Et nous, on doit assurer le service de 60 minutes jusqu'à son départ. Si l'avion a un problème, il appelle et nous, on est déclenché, on va régler le problème. Et l'avion sur lequel je travaille, du coup, c'est le Boeing 787. C'est un long courrier de chez Boeing. Le dernier né des longs courriers de chez Boeing, en gros. Ok, très bien. Merci pour cette présentation. Et donc, alors, tu es dans une équipe, vous êtes combien en tout? Moi, dans mon équipe, on est 6. Ok. Normalement, on fait que du 787. Et donc, le matin, on arrive, on a un résumé de tous les avions qui vont passer. En l'occurrence, chez Air France, on en a 10. Donc, on se répartit les avions avec les points forts et tout ça. Et c'est parti pour une journée, quoi. Ok, justement, comment ça s'organise? Est-ce que c'est une personne qui s'occupe, je ne sais pas, d'un endroit bien précis de l'avion? Est-ce que ça change d'une journée à une autre? Comment ça s'organise? Déjà, on va toujours être en binôme. D'accord. Et il n'y a pas de... On gère tout l'avion dans sa globalité, de la cabine au moteur, au train d'atterrissage. Après, si c'est beaucoup plus pointu, si par exemple on aurait eu un choc sur l'avion d'un engin qui intervient autour de l'avion, qui serait rentré dans le fuselage, par exemple, là, ça va plus être de notre ressort. On va appeler directement les chaudronniers qui seront plus à même de répondre à ça. Mais sinon, pour ce qui est du tour avion qu'on va faire, on s'en occupe. Les roues, on s'en occupe. La cabine aussi, on va la réparer. Donc voilà. Et c'est ça, on peut avoir 3, 4 avions par jour. D'accord. Et quelle est l'utilité de le faire en binôme? Déjà pour la sécurité. Toujours travailler en binôme pour la sécurité sur l'avion, c'est mieux. Et aussi parce qu'on va plus vite à deux. On est une équipe, donc on peut s'entraider. Moi, je sais que j'ai moins d'expérience que mes collègues qui auront 20 ans d'expérience sur avion. Donc aussi peuvent m'apprendre des choses, on s'entraide toujours. D'accord, super. Écoute, merci pour ces explications. Alors maintenant, je me tourne vers toi, Jean-Baptiste. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier actuel et l'hélicoptère sur lequel tu es? Donc l'hélicoptère que vous voyez derrière moi, c'est le C-145, du coup Floquet Sécurité Civile. Et mon métier à proprement parler, qui est du coup technicien hélicoptère, c'est en fait de répondre aux missions qui sont de simplement, quand on perçoit la machine d'une base, de la faire entretenir dans les meilleurs délais possibles. En général, c'est entre 10 et 12 semaines. Pour un gros entretien, donc on démonte tout, on va démonter les pales, les moteurs, la poutre de queue et divers éléments. Ensuite, on va du coup inspecter, changer les pièces si nécessaire, reposer tout, faire les contrôles, les points fixes, et puis voilà, le remettre en vol. Et en gros, c'est simplement, en fait, comme tous mes autres collègues, je pense, ça va être du métier de maintenance qui est simplement simplement, mais avec certaines subtilités, qui est un métier très manuel où on a besoin de rigueur. Et voilà, on suit des cartes de maintenance
Les cartes, en fait, elles sont là justement pour qu'on les suive, parce qu'on n'apprend pas en fait simplement à démonter une pièce comme ça, on va pas l'apprendre. Il y a des couples de serrage, tout ça, ça s'apprend pas en fait. Il faut pas qu'il y ait un certain automatisme. Il faut toujours regarder la carte de travail en question de l'opération, et puis ensuite tout se passe bien, on remonte tout, on inspecte tout, et ensuite l'hélico ou l'avion pour les camarades repartent en vol. D'accord, ok, très bien. Et alors moi j'ai juste une petite question. Est-ce que au sein de la sécurité civile, ils demandent d'avoir déjà, enfin comment on l'intègre en fait en tant que mécanicien? Est-ce qu'ils demandent déjà d'avoir eu une certaine expérience sur les hélicoptères ou? Eh bien, sur les hélicoptères, il n'y a pas forcément besoin d'expérience. Maintenant, c'est mieux, mais c'est aussi totalement valable si on vient du secteur avion. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai des collègues qui ont travaillé dans la marine sur Atlantique, avec un avion en plus, donc il n'y a aucun souci. Ensuite, on l'intègre, c'est par des commissions. Lorsqu'il y a un recrutement, c'est que du ponctuel pour le coup. C'est quand il y a un recrutement, on postule, puis ensuite on est ou pas retenu pour une commission orale, et à la suite de cette commission, ça se décide, savoir si effectivement oui ou non on sera recruté, et si oui ou non on peut être placé sur liste d'attente. D'accord, ok, très bien. Et ensuite, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, pour ceux qui ne le savent pas forcément, les missions de cet hélicoptère? Alors, les missions des hélicos de la sécurité civile, c'est essentiellement du secours, secours en montagne, secours en mer, et secours en plaine aussi. Ça peut être de l'évacuation sanitaire, essentiellement par exemple pour la période du Covid, on a eu beaucoup des missions avec sarcophage en fait. Donc, les sarcophages en fait, c'est les patients en fait qui étaient transportés, les patients Covid qui étaient transportés, ils étaient en fait dans une capsule hermétique pour par exemple rallier soit carrément dans d'autres pays pour aller en soins intensifs, ou soit pour déplacer un patient d'un hôpital à un autre. Et ensuite, voilà, du secours à personne. Soit on utilise le treuil, soit on l'utilise pas. Ça dépend des sauvetages. Ça peut être un randonneur en plaine. Ça peut être une personne qui est tombée dans une falaise, où là, il va falloir, par exemple, utiliser le treuil. Et voilà, on opère toujours en fait avec des secouristes en plus, qui vont être soit membres du SDIS, donc ça va être des pompiers, soit le PGHM, soit le SAMU, des médecins du SAMU, des infirmiers. Et puis voilà, on n'est jamais tout seul dans l'hélicoptère. Il faut savoir que nous, en fait, c'est pas un hélicoptère des pompiers. Souvent, on a l'impression que c'est l'hélicoptère des pompiers, mais en fait, on travaille avec eux, on travaille avec le PGHM, on travaille. En fait, nous, on va faire juste, si je peux dire, le taxi aérien entre guillemets, et on va assurer le treuil pour les secouristes qui eux vont être justement treuillés, et voilà. D'accord, ok, très bien. Et une dernière question, du coup, quand est-ce que va décoller un hélicoptère de la sécurité civile? Il va être appelé par les pompiers, appelé par le SAMU, ou appelé directement par des civils? Enfin, comment ça se passe? Je peux vous le dire parce que du coup, j'ai vécu ça il n'y a pas très longtemps. J'étais en dépannage, et en fait, ça se passe de la façon suivante. Il y a le CODIS qui appelle, donc c'est le centre de secours, qui appelle justement la base pour savoir si oui ou non l'hélicoptère est disponible. Ensuite, si on dit oui, voilà qu'il est disponible, on nous expose la mission. Ça peut être n'importe quoi. Et en fait, on est tous les intervenants de la mission, c'est-à-dire que s'il y a besoin des secouristes expérimentés de la gendarmerie, donc tout ce qui va être le GRIMP et le PGHM, tout ça, eux aussi vont être en liaison. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un coup de téléphone, mais c'est comme là actuellement la conférence qu'on fait, tous les intervenants vont être ensemble sur ce même coup de téléphone pour s'organiser autour de la mission, de prévoir la mission, sur ensuite les horaires d'arrivée, les horaires si on doit secourir à tel endroit, de telle façon. Si est-ce que les secouristes, il faut aller les chercher sur un hôpital, parce que des fois, il y a des bases qui ne sont pas médicalisées. Donc, une base médicalisée, c'est une base où on aura les secouristes qui vont être présents. Donc, c'est-à-dire, on part directement avec eux dans l'hélicoptère et on n'a pas besoin de faire de détour. Ou alors, effectivement, si la base n'est pas médicalisée, on va chercher sur un lieu différent des secouristes. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Écoute, merci à toi pour ces explications. Et maintenant, je vais me tourner vers Quentin pour que tu nous présentes déjà dans un premier temps donc ton entreprise. Tu nous as un petit peu expliqué tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail?
Ouais, bien sûr. Alors en fait, Sabena Technics, c'est un grand groupe qui est un peu présent partout dans le monde, mais chaque site est indépendant. Donc, comme a dit Jean-Baptiste, il y en a un à Nîmes. Moi, je suis sur le site de Dinard en Bretagne. Il y en a à Bordeaux. Il y en a un peu partout. Et donc, c'est ce qu'on appelle un MRO. Donc, c'est un centre de maintenance qui s'occupe juste de l'entretien d'avions. Donc, c'est-à-dire que ça va vraiment être une relation avec des clients, donc une compagnie aérienne ou même l'armée qui qui ont un besoin d'entretenir un appareil, que ce soit hélico, avion, tout ce qu'on veut. Et Sabena va s'en charger. Et donc sur le site de Dinard, on a plusieurs contrats avec des ATR de compagnies civiles et beaucoup de l'armée. Donc il y a les Falcon de la marine, des Falcon 10, des ATL2. Et moi, plus particulièrement, je suis sur les CASA CN-235, donc qui sont les avions de transport légers, on va dire, de l'armée de l'air. Et on s'occupe de tout ce qui est grande visite, donc les check-C, où l'avion va rester un mois, voire deux, voire plus, où on fait vraiment de l'inspection complète. Donc l'avion arrive, on fait plein de tests, ce qu'on appelle des tests d'entrée, pour voir ce qui va pas. Ensuite, il y a toute une phase d'ouverture où on ouvre tout, on dépiote l'avion, donc il ressemble plus du tout à un avion. On voit tout l'intérieur, tous les organes vitaux de l'avion, etc. Là, il y a une grande phase d'inspection qui commence où on doit vérifier qu'il n'y ait pas de corrosion, que tout est bien en place, etc. On fait un listing de toutes les anomalies, tous les défauts qu'on pourrait rencontrer. Il y a une phase ensuite qui est un peu longue et dont on n'a pas vraiment le contrôle dessus. Il faut commander toutes les pièces qui vont pas. Et ça, en fonction des fournisseurs, du délai de traitement de certaines choses, ça peut prendre du temps. Et une fois que tout ça est traité, on peut faire un dernier coup de ménage, dernière inspection, on referme tout. Et là, à nouveau, il y a plein de tests de sortie, des points fixes, etc. Et une fois que l'avion est tout beau, tout propre, on peut le rendre au client, donc que ce soit une compagnie ou l'armée, et l'avion peut repartir pour un tour. Ok, très bien. Alors du coup, juste pour préciser, peut-être s'il y a des gens qui nous ont rejoints en cours de route, donc toi, tu es bien mécanicien dans le civil, mais tu peux travailler donc sur des avions militaires, ce qui est assez génial. Et alors, comment se fait la répartition? Donc toi, tu nous as dit que tu étais sur CASA, mais est-ce que c'est toi qui choisis si tu vas plutôt sur CASA ou sur ATR? Enfin, comment ça se passe? Ça, c'est assez interne à l'entreprise. En fait, moi, j'avais demandé à aller sur CASA. Je savais qu'ils en faisaient et j'avais demandé. On m'a mis dessus. Là, depuis 2 semaines maintenant, ils avaient besoin de monde sur des chantiers ATR. Donc, je travaille sur ATR depuis 2 semaines. C'est vraiment en fonction de où est-ce qu'on a besoin de monde, où est-ce qu'on est le plus qualifié. Après, voilà, si on a des affinités entre les équipes, etc. C'est un peu une petite organisation interne. Mais moi, j'avais demandé, voilà, en particulier, d'être sur CASA au début. D'accord. Et ça se fait assez facilement de changer d'un avion à un autre ou pas? Il y a un petit temps d'adaptation, c'est comme changer d'entreprise ou tout ça. Voilà, il y a une équipe à faire connaissance avec tout le monde, se familiariser avec la documentation avion, c'est un sacré pavé, la documentation avion. Chaque constructeur a son format de documentation, etc. Donc, il faut s'y habituer un petit peu. Mais au final, ça reste un avion. Il y a 2 ailes, des moteurs. Une fois si on est intéressé à la mécanique, le changement se fait assez bien. Ok, très bien. Et du coup, comme tu es sur des avions militaires, devenir mécanicien dans le militaire ne t'a jamais intéressé? Alors, il y a eu, du coup, avec le pilotage, moi là-bas, j'étais orienté sur l'armée quand même. Ouais. Et finalement, mon chemin de vie a fait que je me suis pas orienté là-dedans. J'ai fini mécanicien dans le civil et ça me va très bien finalement. Moi, j'ai beaucoup parlé avec des mécanos de l'armée, etc. Je sais pas, c'est des choix de vie. Ouais. Pour l'instant, cette situation me va bien en tout cas. Sachant que quand on est mécanicien, on a une licence, une part 66. Et dans l'armée, elle est différente. C'est ce qu'ils appellent une FRA et qui n'est pas vraiment convertible dans le civil. Donc, faut prendre ça en compte aussi. Une licence de mécanicien, c'est pas si simple parfois de l'avoir. C'est un peu un petit parcours du combattant. Et il faut prendre ça en compte dans son parcours de carrière, on va dire.
Ok, très bien. Bah oui, en plus, toi, du coup, en l'occurrence, tu es un peu en pleine reconversion. Alors, on va en reparler juste après. Aussi, ouais. Et donc, effectivement, c'est assez utile d'avoir des bagages assez solides pour avoir une reconversion plus ou moins facile. En attendant, du coup, je retourne auprès de Pierre pour te poser la question. Justement, j'ai abordé ce sujet avec Quentin. Si tu souhaites changer d'avion au sein d'Air France, est-ce que c'est quelque chose qui se fait assez facilement ou quelles sont les procédures à suivre? Ça peut se faire. Après, moi, à mon niveau, pour l'instant, je suis pas qualifié avion, on va dire. C'est-à-dire que après en obtenant une licence dont parlaient Quentin et Jean-Baptiste, ça va être un papier comme un permis de conduire, en fait. Après, on va partir en qualification technique, en QT, et c'est type rating. C'est une formation de 1 mois et demi, 2 mois, qui sera que sur un avion, par exemple le 787, et après, ça sera accroché à la licence. Mhm. Et donc, moi, pour l'instant, je suis pas qualifié, malheureusement, que j'ai pas de licence. Mais quand on change d'avion, après, si on n'a pas la qualif, faudra refaire une formation, tout ça. Et après, ça se gère aussi au niveau de l'entreprise, au niveau des besoins de l'entreprise, d'envoyer les mécaniciens en qualification. Là, chez Air France, on a la 220 qui arrive, ça a été préparé. Il y a des mécaniciens qui sont partis en qualification pour pouvoir changer d'appareil et préparer son arrivée, par exemple. Et moi, pour l'instant, je vais pas changer, je suis très bien en 787. Ok, oui, c'est ce que tu m'avais déjà dit quand on avait discuté. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager? Je sais pas, quelque chose de spécial que tu aurais trouvé sur un avion en retour de vol ou autre? De spécial, on peut avoir un avion qui s'est fait foudroyer en vol. Ça t'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé, oui. Ça Ok. peut aller d'une inspection. Déjà, il faut inspecter l'avion, forcément, voir où est-ce que la foudre a tapé, répertorier tous les impacts, les inspecter. Soit l'avion peut revoler, c'est des impacts minimes, soit c'est une descente au hangar parce qu'il va falloir réparer. Après, j'ai eu des collisions aviaires aussi. Donc là, pareil, c'est des inspections, vérifier s'il a tapé, par exemple, sur les bords d'attaque des ailes, que ce soit pas déformé, qu'on n'ait pas de problème. Si c'est rentré dans les moteurs, il va falloir faire des inspections plus poussées, mettre des caméras endoscopiques en fait dans les moteurs pour vérifier tout ce qui est les étages de turbine, les étages de compresseur, que tout aille bien. C'est ça qui va définir si l'avion peut repartir, encore une fois. Après, de spécial, non. Peut-être des dépannages dans le futur, en espérant. Est-ce que tu as une impression un petit peu de routine ou au contraire quelque chose d'assez différent d'un jour à l'autre? Non, j'ai des journées assez différentes. Donc ça j'aime bien. Après, on va retrouver toujours, quand l'avion arrive, on va faire une check, ce qu'on appelle nous une daily. Donc c'est une check qui est faite tous les jours, pardon. Il y a toujours la même chose dans cette check. Ça sera un tour avion, mettre de l'huile dans les moteurs, vérifier des systèmes principaux. Et ça, oui, ça sera toujours pareil. Mais après, on aura des plaintes équipage qui seront différentes. Il peut se passer plein de choses pendant le vol qui vont varier tous les jours. Ok, et une autre question, est-ce que les pilotes, tu les fréquentes, tu les vois souvent ou pas du tout? C'est vraiment mécanicien et pilote. Non, on les voit en piste, on les voit souvent. Nous, on les voit quand l'avion arrive. Il faut le temps que les passagers débarquent, tout ça, et après, eux s'en vont en avion. Donc là, on va les croiser, on va débriefer un peu avec eux, voir ce qu'ils ont eu pendant le vol, ce qui s'est passé. D'accord. Et ensuite, quand on termine notre intervention, si c'est des passages vraiment courts au niveau des avions, qu'on n'a pas beaucoup de temps, là, on peut être amené à travailler. Les pilotes vont arriver, on n'aura pas fini de travailler, il nous restera 10 minutes, ils seront avec nous. Donc là, pareil, après briefing, voilà, on a fait ça sur l'avion, ça c'est réparé, ça c'est toujours en tolérance, tout ça. Donc oui, on les croise assez souvent. Ok, et enfin, du coup, une autre question, quels sont selon toi les avantages et inconvénients de ton métier? Les avantages, être vraiment proche des avions, voir les détails, comprendre comment ça fonctionne, tout ça c'est génial. Les inconvénients, je dirais les horaires. Ok. Parce que je travaille du coup en 3-8, donc ça peut être des matins, donc 6h, 14h, des soirs 14h, 23h, ou des nuits 22h, 6h, et 7 jours sur 7. Là, ce week-end, normalement, je devais travailler. Et voilà, donc ça peut être les week-ends, la semaine, les jours fériés, donc ça c'est. Mais on s'y fait très bien. C'est un rythme de vie, effectivement. C'est un rythme de vie à prendre, oui. Ok, très bien. Écoute, merci pour tes réponses, Pierre. Je me retourne vers Jean-Baptiste. Est-ce que toi, du coup, comme Pierre, tu es souvent en contact avec les pilotes? Nous, on est en contact avec les pilotes de vol de contrôle essentiellement.
parce que les pilotes des bases, hormis, sauf si on y va, parce qu'on peut être amené à faire des dépannages en base, ces pilotes-là, on ne les côtoie pas spécialement parce qu'on n'est pas sur base et parce que voilà, ils font des missions. Nous, on va côtoyer que les pilotes essentiellement des vols de contrôle. Ok, très bien. Et alors, on avait parlé de quelque chose, je crois que ça s'appelle mécanicien de bord. J'espère que je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la différence entre un mécanicien comme toi ou un mécanicien de bord au sein de la sécurité civile? Et est-ce qu'on a la possibilité, est-ce que toi, par exemple, à l'avenir, tu as la possibilité de passer mécanicien de bord? Et si oui, quelle est la procédure, les procédures à suivre? Alors, mécanicien, comme je fais, moi, c'est sous un hangar. Donc, on est à poste fixe, on ne fait pas de mission, on entretient des hélicoptères qui nous sont apportés justement par les bases. Ensuite, le mécanicien de bord, lui, ça va être un mécanicien qui va être détaché dans une base, donc avec un équipage opérationnel, donc un pilote, et justement, si elle est médicalisée, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le GRIMP, le PGHM et tous les secouristes. Donc, eux, ils vont être dans des bases, et leur métier, ça va être de faire la maintenance sur la base, toutes les maintenances préventives et les maintenances qui sont programmées. Ensuite, quand il y a du curatif, quand il y a des pannes, des choses comme ça, ils sont là aussi dans un premier temps pour gérer le maximum de pannes techniques, que ce soit en vol comme au sol. Et puis voilà, ils vont aider le pilote dans ses phases de vol et ils vont avoir le métier de treuilliste aussi, de treuiller tout ce qui va être justement les secouristes et les victimes. Voilà, donc eux, ils sont dans des bases et moi, comme je suis technicien actuellement, je ne suis pas dans une base, je suis dans le centre opérationnel de la maintenance anime. Voilà. Ensuite, oui, il y a une passerelle. On peut passer mécanicien en étant directement, enfin mécanicien de bord en étant directement mécanicien comme je suis actuellement. Il faut à peu près attendre 5 ans, avoir assez d'expérience sur la machine et se sentir prêt aussi parce que c'est un métier qui est différent tout de même. Parce que voilà, là actuellement, je suis dans des horaires assez corrects. Je travaille 4 jours par semaine, 8 heures, 18 heures tous les jours. Enfin, 4 jours pendant ces 4 jours. Alors que quand on va être déployé dans une base, on va être pendant, par exemple, 4 jours non-stop, où ça va être 24 heures sur 24 pendant 4 jours. Donc voilà, ça va être, on peut travailler de nuit quand on est sur les bases. Mais oui, après, effectivement, il y a toujours la possibilité d'avoir cette passerelle-là, de passer mécanicien navigant, mécanicien opérateur de bord. Après, on n'est pas obligé forcément de passer par la sécurité civile en tant que mécanicien sol. On peut directement postuler lors de recrutement si on se sent, si on pense qu'on a les capacités nécessaires, si on a le recul nécessaire. Après, c'est bien aussi, généralement, les patrons aiment bien aussi que les participants à la commission aient déjà fait justement ce type de rôle. Donc, troisième homme dans l'armée, ça va être la personne, le mécanicien qui va un peu gérer aussi tout son hélicoptère lors du vol, ou alors treuilliste aussi dans le civil ou dans l'armée. Voilà. Ok, super. Bah, écoute, merci pour tous ces détails. Et du coup, je me permets de te poser la question à toi aussi. Quentin, tu pourras également préparer ta réponse. Quels sont selon toi les avantages et les inconvénients de ton métier? Les avantages, je dirais que travailler 4 jours dans la semaine et 3 jours de week-end, c'est pas mal déjà. C'est vrai. Voilà, je pense que déjà pour ça, c'est pas mal. Ensuite, je pense que je fais un métier qui me correspond totalement. On peut être aussi en avantage, on peut être amené à partir dans des bases. Là, par exemple, je reviens de Corse il y a 2 jours. Voilà, après, il y a différentes bases en France métropolitaine et dans les dom-toms. Donc, on peut partir, on peut être amené à partir. Après, les inconvénients, il y a toujours des inconvénients. Maintenant, là, en vrai, ça ne me vient pas, mais non, bah tant mieux, c'est que tu es complètement épanoui. voilà. on va pas te le reprocher. Hein. Ok, très bien. Bah, écoute, merci Jean-Baptiste pour tes réponses. Et alors, je me retourne vers toi, Quentin. Est-ce que toi, tu aurais une petite anecdote à nous partager? C'est pareil, quelque chose que tu as découvert d'assez spécial sur l'avion ou autre? Eh bien, il y a une fois, ouais, quand un avion est revenu d'Afrique, donc il était en mission en Afrique, et on l'a reçu pour un chantier d'1 mois. Et en faisant les inspections du train d'atterrissage, on a vu sur une des trappes du train avant
qu'il y avait 2 chèvres dessinées en flocage, quoi. Et on a demandé ce que c'était. Et en fait, il se trouve qu'une fois, l'avion s'est posé sur une piste un peu rustique en Afrique où 2 chèvres étaient présentes. Et ils ont shooté les 2 chèvres. Et Oh donc, oui, ils ont dessiné ça un peu comme les marques de victoire sur les Ouais. avions de chasse, quoi. Où c'était un avion qui avait fait des missions médicales aussi. Donc, ils avaient des petites croix de la Croix-Rouge sur le fuselage. Et puis, dans le train, ils avaient dessiné les 2 chèvres Ok, en ah ouais, souvenir bah de alors ce là, retour de sacrée mission. anecdote. Voilà, bon, il y a toujours des petites surprises comme ça à droite à gauche. Assez Non, bah, c'est sympa, ouais. sympa. C'est sympa. Ouais, ouais. Ok. Et puis bon, bah alors, vient ton tour. Quels sont selon toi donc les avantages et inconvénients de ton métier? Et ben, alors les avantages, la liste elle est très longue. Déjà c'est un métier passion, quoi. C'est une petite famille et tout, et bah dans ce milieu-là, on fait tous vraiment ce qui nous plaît. Donc ça c'est sympa. On approche les avions tous les jours. C'est un métier aussi où on peut être amené à beaucoup bouger une fois qu'on est autonome. Bah, comme Jean-Baptiste a dit, voilà, on part en dépannage ou tout ça. Enfin, même avec Air France, si on part en escale, etc., bah, ça peut être hyper captivant, quoi. On dit, voilà, il y a un problème et on doit le gérer quoi qu'il en soit. On bouge un petit peu partout. Après, le désavantage, on va dire, c'est que bah, il faut être autonome. Mhm. Et ça, avant, c'était un peu plus facile en tant que mécanicien d'être autonome. Maintenant, avec la réglementation, tout système de licence, de qualification sur un appareil, c'est un système qu'il faut vraiment suivre personnellement, pas juste se dire bah, je fais ma formation, après je suis embauché et je laisse faire et on me donnera ma licence, etc. Il faut quand même le suivre de près. Et puis bah voilà, on passe les modules, ensuite il faut des années d'expérience, on nous donne la licence, ensuite il faut partir en qualification. Donc ça, c'est la compagnie ou l'entreprise qui va nous envoyer ou pas. Ce qui fait qu'on n'est pas spécialement autonome du jour au lendemain. Mhm. Bon, c'est pas plus mal parce que voilà, on ne peut pas être non plus expert sur la machine en un an. Il y a cet aspect sécurité, mais c'est quelque chose qu'il faut suivre de près. Et par contre, une fois qu'on est autonome, là, c'est du régal, quoi. En inconvénient, je sais pas. Il y a ouais, effectivement les horaires décalés et tout. Bah, chez Hop, j'étais aussi en décalé. C'est un rythme à prendre, mais moi, ça me déplaisait pas plus que ça. Mhm. Et après, bon, bah, ça reste un métier de la mécanique où il faut faire attention à sa santé. On Mhm. joue à des produits qui sont pas spécialement très amis avec, avec notre santé, Avec tout les ça, faut se humains, protéger. ouais, non, mais c'est sûr, ouais. Voilà, après, bah, moi, c'est aussi ce qui me plaît dans le métier, mais bah, on est amené à aller dans des endroits d'appareils, des fois complètement incongrus, à adopter des postures qu'on n'imagine même pas que le corps puisse faire. Enfin, aller dans des réservoirs d'essence ou tout ça, c'est pas ce qui est le plus agréable. Mais bon, ça donne un petit cachet au métier quand même, assez sympa. Il y a un petit Ok, côté maso quand même en tant que mécano ouais, avec ce métier. c'est vrai. Bah, merci pour tes réponses. Et alors, donc, toi, là, tu es en pleine reconversion. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Ça nous permet aussi de voir les possibilités d'évolution. Ouais, bah, donc moi, du coup, jusqu'à présent, j'ai fait mon service de formation, mon cursus de formation sur de l'aviation lourde, on va dire. Donc, que ce soit chez Hop ou chez Sabena, donc c'était des avions à turbine. J'ai passé tous mes modules pour avoir la qualification sur ce type d'avion. Et finalement, mon parcours, enfin mon projet professionnel, on va dire, c'est plus, ça se tourne vers l'aviation légère, l'aviation générale. Donc des avions à piston, voire à turbine, mais en petit format, quoi, des avions de parachutistes ou des choses comme ça. Et donc là, j'ai décidé récemment, là, dans le mois qui vient de passer, de quitter Sabena en Bretagne et d'aller dans une entreprise à Avignon, dans le sud, qui fait vraiment des petits avions, que ce soit des ULM ou des avions neufs. C'est complètement différent parce que c'est pas la même taille de structure. Là, chez Sabena, on est dans des équipes de 30 personnes. Bon, bah là, l'entreprise au total fait 10 personnes. On touche à tout l'avion en une seule visite. Là, Mhm. chez Sabena, du coup, on est sur un chantier. À chaque fois, on est mis sur une zone. Mhm. Donc, les moteurs, les trains d'atterrissage, les ailes, la cabine. Et on reste à peu près sur la zone toute la longueur du chantier. Alors que là, bah, une visite sur un petit avion, tu fais absolument tout. Tu fais tout le tour de l'avion et tu passes pas une semaine sur les 70 ou 100 sièges de la cabine. C'est un autre métier, enfin, c'est une autre facette du métier, on va dire, Mhm. qui Ok, super. m'intéresse beaucoup plus.
Bah oui, c'est bien parce que ça va te faire plusieurs expériences différentes, donc c'est génial. Et alors, du coup, là, c'est plus une question qui se tourne vers vous trois. Donc, il y en a pas mal d'entre vous qui avaient en premier lieu cette ambition de toucher un petit peu au pilotage. Et alors, ça en est où? Est-ce que vous avez des loisirs à côté en lien avec l'aéro ou oui, comme loisir, je sais pas, une licence d'avion, une licence de pilotage d'hélicoptère ou c'est dans vos projets Bah, moi, je fais du coup du planeur à côté. Donc, Génial. j'ai le brevet de planeur. Bon, pour l'instant, c'est bébé pilote de planeur, mais voilà. Et donc après, derrière, ouais, pourquoi pas faire de l'avion ou du LM, ça on verra. Mais ouais, il y a déjà un pied dedans. Génial. Et toi, Pierre? Moi, j'ai pour projet aussi de faire de l'avion ou de l'ULM. Après, pour l'instant, je peux pas. Et pour l'instant, du coup, je fais de la GC, on va dire, de faire de la photographie à côté. D'accord, ok, très bien. Donc, de la photographie d'avion, d'ailleurs, tu as un compte Instagram dédié à ça, non? Exactement. Voilà, bah, tu peux le citer si tu le souhaites. Bah, c'est Sauvage 620. Il faudrait peut-être que je change le nom d'ailleurs, qui n'est pas exceptionnel, mais pour l'instant, c'est ça. Et voilà, je poste ce que j'essaie de faire. Voilà. Et toi, Jean-Baptiste? Un peu comme Quentin. Moi, j'ai commencé seulement le planeur, j'ai pas encore la licence. Mais voilà, et puis peut-être après me tourner à l'économie, vers l'ULM, ouais. Oui, bah oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr qu'il faut penser à ça aussi. Ok, très bien. Et bien, écoutez, Pierre, Jean-Baptiste et Quentin, je vous remercie énormément pour ce petit temps passé avec vous à nous présenter votre parcours et vos métiers. C'était vraiment très intéressant. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et bravo pour ce que vous faites. Et voilà. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi. De rien. Merci à vous. Et du coup, j'en profite également pour remercier donc Géraldine et Jean-François de la Fête de l'Aviation pour l'organisation de cette conférence.